un instant. Et là, je vais faire un zoom maintenant sur la partie justement économie circulaire et digitalisation en donnant quelques retours d'expérience. Je pense que vous voyez mon écran. Oui. Super. Donc, première chose, en fait, pourquoi on fait tout ce dont on a parlé, en fait, Antoine, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, c'est quoi finalement un bâtiment circulaire? C'est de se dire aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont sources finalement de déchets. 70% des déchets produits en France proviennent du BTP. Et en fait, on a des produits dont on ne connaît pas forcément les caractéristiques, dont on ne suit pas l'évolution dans le temps, qui ne sont pas forcément conçus pour être démontés. Et en fait, ils sont source de déchets, ils sont source de coûts parce qu'on va payer quelqu'un, un gestionnaire de déchets, pour nous en débarrasser. Donc, c'est un énorme gaspillage. Alors qu'en réalité, grâce à la digitalisation, on peut arriver à faciliter la gestion de ces ressources qui rentrent dans la composition des bâtiments. Et on peut même, en fait, récupérer la valeur économique résiduelle de ces produits en fin d'usage grâce à un nouveau métier qui s'appelle le métier de resource management. Donc, le resource manager est celui ou celle qui va permettre de pouvoir valoriser ces ressources en fin d'usage parce qu'il en aura une gestion pendant toute la vie, depuis la conception et pendant l'exploitation des produits du bâtiment. Ça marche comme ça, en fait. Il faut bien prendre conscience que l'économie circulaire, ça concerne toutes les phases d'un projet de construction. Parfois, les gens ont tendance, en fait, parce que c'est simplificateur, à réduire l'économie circulaire au réemploi. Pas du tout, parce que même si c'est réemployé derrière, qu'est-ce qu'il advient, en fait, des produits et des matériaux? Si ça repart à la benne, c'est quelque part, on n'est pas dans un cycle ni technique ni biologique, donc on ne fait pas d'économie circulaire. Donc, il faut penser effectivement, donc dès l'amont, en fait, par rapport à l'existant, tout ce qui est déconstruction et donc diagnostic. Maintenant, le diagnostic PMD qui, avec la réglementation, devient obligatoire à partir du 1er juillet. Donc, PMD pour produits, matériaux, déchets. Mais derrière, en fait, ce n'est pas le tout de diagnostiquer. Il faut que ce soit réemployé effectivement, et on verra que ce n'est pas toujours simple. Et que derrière, ces quelques matériaux réemployés, parce qu'on n'a pas beaucoup en fait, de qualité récupérée ici sur des vieux bâtiments, soient évidemment complétés de produits bien caractérisés pour qu'ensuite, quand on va les intégrer dans un bâtiment, on puisse les gérer et qu'en fin d'usage, on ne soit pas obligé de faire un diagnostic parce qu'on aura justement, grâce à la digitalisation, donc une connaissance de ces produits et de leur future vie. Donc, très rapide topo en fait sur ce qu'il existe un petit peu dans ces domaines-là. On trouve les places de marché, des Cycle Hub, des Bacacia, c'est un petit peu des bons coins. On peut publier en fait, mettre à disposition grâce à des places de marché des gisements. Donc de produits alors neufs s'il y a des surplus ou éventuellement issus du diagnostic PMD. On a une autre catégorie qui sont plutôt des outils diagnostiques comme Batirim en fait. Bon, Batirim c'est une filiale de Suez, donc derrière leur diagnostic servent surtout en fait les filières de gestion de déchets de Suez, mais ça peut être utile en termes de diagnostic. Et des outils plus récents, un peu plus intéressants en fait, qui permettent en plus de préparer les réemplois, parce que le problème des places de marché très souvent, c'est qu'il y a des gisements, mais il n'y a pas les besoins. Et puis le réemploi, on sait qu'il y a plein de problématiques de temporalité, d'assurance et de coût. Donc, si on a quelqu'un qui donc est prêt à réemployer, qu'on a cette information-là, ça peut permettre de justifier peut-être même un stockage, ou en tout cas une dépose orientée en fonction du réemploi identifié. Donc ça, c'est ce qu'on trouve en fait, on va dire un peu classiquement. On a de l'autre côté du spectre, en fait, tous les outils BIM, hein, tous ceux qui vont, des Revit, qui vont permettre de créer des maquettes 3D, donc en phase d'exécution, conception, exécution. Mais on a aussi les outils comme WISCAD, qui notamment fait partie aussi de la French PropTech, qui vont permettre de pouvoir, à travers une GED et une gestion des maquettes, en fait, faire du BIM aussi en exploitation. On a d'autres outils en fait, qui sont dédiés à l'exploitation et au facility management, comme TwinOps, qui est une spin-off de Massive Facilities, qui permet d'avoir une espèce d'hypervision de ce qui se passe au niveau d'un bâtiment, que ce soit au niveau GMO, GTB, et c'est en train de se déployer notamment avec MyEpsyClea en matière de gestion des ressources. Ce qui est important, c'est de voir, c'est que Epsyclea, c'est un pure player de l'économie circulaire depuis 14 ans. On a introduit le Cradle to Cradle, qui est la norme d'économie circulaire en France dès 2007. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut en fait avoir une vision globale et systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler de manière segmentée et cloisonnée parce qu'on ne récupère pas, voire on détruit de la valeur. Or, si on ne crée pas de la valeur, il n'y a pas d'économie circulaire. Donc, si on fait des coûts de réemploi mais qui nous coûtent de l'argent, on va le faire une fois, deux fois, ça fait une histoire sympa à raconter, mais ça ne va pas être très pérenne. Par contre, si on s'organise
dès le départ, en fait, grâce à la digitalisation qui va couvrir toutes les phases en fait, du projet, depuis la déconstruction jusqu'à l'exploitation, là, on a une bonne chance en fait, de pouvoir créer de la valeur et préserver les ressources à travers des cycles biologiques ou techniques. Donc, c'est un petit peu ça sur lequel que je vais illustrer. Puisque le but, c'est vraiment d'avoir une vision systémique de l'ensemble. Ça veut dire depuis l'éco-conception et avec le resource management. Donc, imaginez sur Unix, sur le bâtiment de Montpellier, on construit en fait un bâtiment dont on connaît les produits qui sont caractérisés grâce à la digitalisation, qui sont en fait stockés dans une banque digitale qui nous permet de faire des calculs, qui nous permet de faire de la gestion, dans lequel on peut même en fait y intégrer des produits issus d'un diagnostic PMD. Mais en fin d'usage, s'il y a des gens qui ont exprimé du réemploi, par exemple au sein d'un groupe, d'un bailleur, d'une foncière, etc., on peut très bien faire, puisqu'on a identifié un besoin qui pourrait répondre à un gisement, du réemploi en boucle fermée. Si ce sont des fabricants qui veulent récupérer des matières premières secondaires, on peut faire en fait de l'upcyclage, donc à travers la réinjection dans les processus de production. Et puis, si on n'a aucune des deux solutions, ben c'est là où on peut passer par des places de marché, du réemploi en boucle ouverte avec des associations, donc de manière à ce qu'on optimise au maximum l'upcyclage ou le réemploi des ressources. Parce que l'économie circulaire est systémique, il faut que les bases de l'utilisation le soient aussi. C'est-à-dire que dès le départ, il faut pouvoir structurer la donnée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a besoin de caractériser les gisements qui constituent les bâtiments, évidemment au niveau de la déconstruction, et je dirais surtout au niveau de la construction, parce que plus c'est caractérisé, plus derrière, on n'aura pas besoin en fait de diagnostiquer, on aura l'information directement dans notre banque digitale. Donc il faut caractériser chaque gisement du bâtiment, en connaissant pour un gisement la nature du produit concerné, quantité, localisation, degré de démontabilité, degré d'usure. Et pour ça, il faut être capable de pouvoir avoir une structuration des données. C'est-à-dire qu'il faut avoir une nomenclature. Pour que les gens se parlent dans le cycle de bout en bout dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'on parle tous le même langage. Il faut que quand je dis que mon produit a telle composition, tel nylon, si c'est une moquette en nylon, si par ailleurs quelqu'un me parle de polyamide alors qu'on parle de la même chose, on ne va pas forcément se comprendre. Donc il a fallu, c'est ce qu'on a fait dans MyMcycler par exemple, dès le départ, parce que ça n'existe pas, déclarer une nomenclature, créer une nomenclature universelle de 4000 termes qui permet à tout le monde de parler les mêmes langages. Et donc quand je vais vouloir caractériser mes produits, on va le faire dans ce qu'on appelle un passeport circulaire, qui est une notion qui a été introduite en Europe il y a maintenant 7-8 ans, à l'occasion d'un projet qui s'appelle BAM, Building as a Material Bank, auquel nous-mêmes on a participé. Et donc, ça permet justement de pouvoir y intégrer la composition d'un produit, ses prochaines vies, son empreinte carbone, son empreinte énergétique, sa part de recyclé, etc. Donc, des informations qui vont permettre de pouvoir caractériser le bâtiment de manière à mieux pouvoir l'exploiter et notamment valoriser les ressources arrivées en fin d'usage. Donc, pour ça, il faut de la donnée open data. Donc, typiquement, Upcycler en fait, a créé un portail qui s'appelle upcycler.cloud où tout fabricant peut créer des passeports circulaires correspondant à ses produits. Ils ont des comptes gratuits, puis ils créent autant de passeports qu'ils le veulent en fonction de leurs différents produits. Donc, il y a des milliers de passeports. Et vous pouvez vous-même en fait, vous connecter à upcycler.cloud, vous créez un compte en ligne et vous accédez à tous ces produits qui sont sains et circulaires, avec en plus des petits pictogrammes qui, qui nous permettent à nous de vérifier la qualité de ce qu'ils annoncent. Ils nous donnent des preuves et on dit bah oui, tes affirmations sont vraies. Donc, vous avez beaucoup des pictos colorés parce que c'est vérifié par un tiers. Ou si c'est auto-vérifié, c'est des petits pictos noir et blanc. Sinon, ils n'en ont pas. En termes de non-toxicité, de circularité, empreinte carbone, impact sur l'eau, impact social. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là-dedans, on va aussi y trouver des passeports génériques. Des centaines de passeports génériques qui correspondent à des passeports qui ne correspondent pas à des produits donc sur étagère, mais plutôt des produits génériques, une baignoire, un lavabo, une charpente, issus notamment des travaux qui ont été faits au niveau de Démoclès. Et c'est important quand on va, par exemple, faire les diagnostics PMD, parce qu'on ne sait pas forcément de quelle menuiserie on parle, mais on peut très bien utiliser un passeport générique menuiserie. Et ces passeports ont aussi, on le verra après, c'est important, des identifiants uniques, ce qui nous permettra de faire un lien avec des maquettes BIM. Et ça, c'est un point important qui est en train de plus en plus se développer en France. Donc, cette partie-là, je vais vous montrer en fait un exemple avec un gros bailleur bordelais qui s'appelle Domo France, qui, comme INI dont on parlait tout à l'heure, en fait, Antoine fait partie du groupe Action Logement.
Quand on fait un diagnostic, les diagnostics qu'on a fait avec eux et avec nos partenaires qui font le diagnostic, ben justement, l'idée, c'est de pouvoir le tableau d'inventaire Excel, qui est en général le résultat d'un diagnostic PMD, donc en tout cas, est structuré de telle manière et associé à des passeports génériques de telle manière qu'ensuite on peut les importer automatiquement dans une banque digitale de matériaux comme celle de MyEpsicléa et avoir du coup nos gisements caractérisés en termes de quantité, de nature, puisque ce sont des passeports associés, et également en termes de degré d'usure, degré de démontabilité, des choses dont on a besoin pour pouvoir faire le réemploi derrière. Oui. Donc, puisque l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ces gisements-là, on va utiliser ce qu'on appelle dans MyEpsicléa un hyperviseur réemploi. On va donner des comptes en fait à des gens qui vont en quelque sorte feuilleter ce catalogue en faisant des recherches avancées à travers l'hyperviseur, des recherches en fait donc cartographiques ou des recherches sur par exemple l'état d'usure ou sur les prochaines vies que le diagnostiqueur a imaginé comme étant possible, de manière à ce que derrière, à travers donc, un générateur d'écosystème, on puisse les réinjecter dans les bâtiments neufs et même calculer les indicateurs de réemploi. Donc, si je vous montre en fait rapidement ce qui s'est passé sur, par exemple, Domo France, vous voyez en fait ici, donc là on est sur la plateforme MyEpsicléa, donc on voit ici qu'on peut importer des gisements, je n'entrerai pas dans le détail. Là vous avez tous les produits qui ont été identifiés. Quand il y a plusieurs sites, en fait, on peut faire des sélections par site. On peut aussi voir tous ceux qui sont neufs, il ne doit pas y en avoir beaucoup je pense. Voilà, il n'y en a pas, mais il y en a peut-être qui sont légèrement usés, il y en a un peu plus. Et on peut aussi donner des comptes à des gens qui peuvent exprimer leurs besoins. Donc, on va donner par exemple un compte responsable besoin à Antoine, et Antoine va dire OK, moi je vais exprimer un besoin par rapport à ce qui existe. Donc, il peut accéder à ces gisements-là. Donc, accéder en fait à la cartographie. Ici, on est sur ce site-là, il y a 80 gisements. Et il peut dire moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est par exemple, d'abord, je veux qu'il soit, je veux pas qu'il soit détérioré, c'est usé. Voilà, usé ou légèrement usé, donc il n'y en a plus que 29. Et je veux voir ceux qui ont été en fait éventuellement diagnostiqués comme étant réemployables, parce que moi, je veux voir ce que je peux réemployer. Il n'y en a plus que 19. Et puis donc il va chercher. Peut-être que aussi il veut chercher des charpentes. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a besoin de charpentes pour Montpellier, donc Antoine. Et donc du coup il a 4 charpentes, voilà, qui ont été recensées dans ce diagnostic-là, qui peut du coup en fait visualiser, donc avec les vraies photos en fait qui sont sur place. Et comme il a les informations correspondant au passeport circulaire générique en fait qui a été associé, qui dit que notamment, évidemment, bon, c'est du bois et dérivé, on a aussi des empreintes carbone associées, on a aussi les fiches en fait pour pouvoir aider à la démontabilité, ce genre de choses. Donc, ils vont aider les déposeurs à faire le travail, notamment basé sur les travaux d'Hémoclès, et qu'il a des quantités. Il va pouvoir du coup exprimer un besoin qui va être pris en compte par le responsable d'écosystème qui va mettre en adéquation des besoins avec des gisements pour y répondre à travers un écosystème qui peut être un écosystème de dépôt et de transport ou peut-être un peu plus compliqué s'il faut peut-être nettoyer ou aménager un petit peu le produit avant qu'il soit livré à celui qui a le besoin. Oui. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a un gisement, on peut aussi calculer la signature circulaire de ce gisement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des quantités caractérisées par des passeports, même sur de l'ancien, même sur ce qui a été diagnostiqué PMD, et c'est encore plus intéressant sur du neuf, on peut, pour le site considéré, calculer l'empreinte carbone, la non-toxicité, la circularité, voilà la valeur économique résiduelle associée. Oui. Ça, on fait ça automatiquement. C'est la beauté de la digitalisation. Dès qu'on a la data, on peut utiliser plein d'algorithmes intelligents avec des formules précises. On sait que, par exemple, j'ai 4000 tonnes, en fait, que mon diagnostic PMD, en fait, tous les 80 gisements qu'on a vus, ça représente 4000 tonnes. Il y en a 57 à travers les passeports génériques, quand même, qui ont les empreintes carbone. Ça, c'est intéressant. Alors, ce n'est pas la totalité, parce que les passeports restent génériques. C'est plus précis quand c'est des passeports représentant des produits. Mais donc, on a une idée, en fait, du carbone déjà qu'on pourrait sauver par du réemploi. On a un calcul sur la circularité. Évidemment, les produits n'ont pas été prévus pour être démontés, c'est pour ça qu'on est très mauvais ici. Mais par contre, grâce au travail du diagnostiqueur PMD, on sait en fait, on a une note de 4 sur 6 sur les prochaines vies qui ont été identifiées en réemploi ou en upcyclage. Et évidemment, les informations sont peu fiables puisque les passeports eux-mêmes en fait sont très génériques. Et là, on a un taux de potentiel de réemploi / upcyclage intéressant qui, on le voit ici, concerne largement le gros œuvre puisqu'en fait tout ça est quand même mesuré en fait en masse.
Sur l'endotoxicité, ben, on est dans l'inconnu, évidemment, sur les passeports génériques, donc on n'a pas le détail du produit, donc on n'a pas d'informations, donc c'est 100%, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tables qui permettent aussi de calculer ce qu'on pourrait récupérer en réemploi, en upcyclage, en hypothèse basse, en hypothèse haute, sur tout le stock en fait, qui a été identifié. Soit si je utilisais tout, soit dans le cas d'une déconstruction, c'est-à-dire y compris donc la structure, le gros œuvre. On voit ici, c'est réparti aussi à hypothèse haute et basse. C'est le pourcentage que je peux récupérer par rapport au coût d'acquisition du produit en matière de couverture, de charpente, etc. Oui, donc on voit qu'en fait, on a des choses qui sont plus ou moins intéressantes à aller chercher que d'autres. Donc là, c'est là où apparemment on a le plus de valeur à aller chercher à travers de l'upcyclage ou peut-être même ici, de l'upcyclage du réemploi. Ça, c'est la partie des constructions. Là, c'est la partie rénovation. C'est tout sauf la partie en fait gros œuvre. Donc voilà en fait comment on peut, grâce à la donnée, vraiment en fait enrichir le processus d'aide à la décision et avoir des éléments qui peuvent nourrir nos feuilles de route. Le point, vous l'avez vu en fait, c'est qu'ici, on avait diagnostiqué et derrière, on a pu faire exprimer des besoins qu'on va réintégrer dans des bâtiments. Ce qui est ensuite intéressant, je vais vous montrer l'exemple d'Accor. Donc là, on est dans des nouveaux bâtiments, mais Accor a une spécificité, il renouvelle ses chambres tous les 6-7 ans et donc il veut des chambres particulièrement démontables pour limiter l'immobilisation de ces chambres en fait, pendant les phases de rénovation. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux sur les hôtels Ibis, Novotel, etc. Et outre le réemploi, évidemment, ce qu'on veut, c'est que les produits qu'ils vont utiliser soient conçus et que leurs chambres soient conçues selon le principe banque de matériaux, selon le principe circulaire, où on a une chambre la plus démontable possible avec des produits caractérisés à 100% par des passeports circulaires pour faire des calculs de signature circulaire et également, comme je l'ai dit, faire en sorte qu'en fin d'usage, on puisse récupérer facilement les produits et facilement en fait, donc et immobiliser la chambre le moins longtemps possible. Ouais. Pour rappel, le principe d'un bâtiment ou d'une chambre, en l'occurrence banque de matériaux, c'est encore une fois un système constructif le plus démontable possible, avec des produits le plus caractérisés en pourcentage par rapport à par des passeports circulaires. C'est évidemment choisir des produits qui sont conçus pour l'économie circulaire, tels que des produits certifiés Cradle to Cradle, parce qu'ils sont simples, parce qu'ils sont circulaires, parce que parfois même il y a des systèmes de reprise qui sont inclus au niveau du produit, et parce qu'on maîtrise le processus de production en termes d'impact carbone, énergie, eau et social. Alors, soit ils sont certifiés, soit dans upcycler.cloud, le portail dont je parlais, on peut trouver des produits équivalents mais non certifiés, et on peut faire cette correspondance grâce au picto dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est de livrer en fait en même temps que le bâtiment, pas uniquement le bâtiment, mais également sa banque digitale. Donc, c'est vraiment la banque digitale de matériaux du bâtiment sur lequel va travailler le ressource manager dont je parlais tout à l'heure, qui va permettre justement de pouvoir valoriser en fin d'usage ces différents produits par le réemploi ou par le recyclage. Donc, si je vous montre rapidement, pour le coup, alors, voilà, ici, non, là je suis sur autre chose, donc je vais changer d'application, je suis obligé de jongler en fait entre applications. Voilà. Ici, on est chez Accor sur une chambre en fait, voilà, qui a un certain nom de code. Et là, vous voyez un petit peu, j'ai généré la signature circulaire, sauf que là, c'est une signature circulaire de la chambre neuve. Hein. Évidemment, du coup, en fait, la circularité est beaucoup plus élevée. On voit qu'ils ont bien atteint en fait donc la démontabilité. C'était prévu. Il y a des choix et des systèmes constructifs qui ont été d'installation qui ont été choisis pour avoir une forte démontabilité, un bon niveau de fiabilité au niveau des passeports utilisés, et puis des produits qui ont, même si c'est perfectible, pas mal de potentiel d'utilisation future en fin d'usage, notamment au niveau du mobilier et moins dans la partie revêtement de sol, puisque là, on a des catégories en fait, du plus circulaire au moins circulaire. Donc là, vous voyez, c'est le paradoxe. On a des revêtements de sol qui sont très circulaires, mais peu démontables. Donc, il y a des travaux qui sont en cours d'amélioration là-dessus. Et donc, on a une part de recyclé dans les chambres, dans la chambre de ce type de chambre-là, qui est de 52%. Et on a cette même valeur économique résiduelle de ce qu'ils pourront récupérer en hypothèse haute et basse, par exemple, en cas de rénovation. Oui. C'est beaucoup plus intéressant, puisque là, on est sur des vrais passeports circulaires, de véritables produits avec des vraies données disponibles.
Donc maintenant, on est dans la phase conception-construction. Construction, pour en parler, je voulais faire un lien avec BIM, et notamment avec WizCAD, qui est un des acteurs de la French PropTech. Donc, quand on a un modèle BIM, c'est intéressant parce que du coup, on peut générer, à partir du modèle BIM, si on a ce qu'on appelle LOD, Level of Detail, donc, et des objets BIM associés, ce qu'on appelle la table des matériaux. Puisque quand on construit un bâtiment, là, on a un processus circulaire de construction qui s'appuie sur MyEpsicléa. On va générer une table des matériaux, soit un tableau Excel, un petit peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure, en fait, issu du diagnostic, ou alors c'est un tableau des matériaux dans lequel je décris tous mes matériaux, leur quantité, etc., et si je peux les importer automatiquement dans MyEpsicléa. Ou alors, si j'ai éventuellement une maquette BIM, à ce moment-là, au niveau des entreprises, on va faire un export, je verrai avec WizCAD, pour exporter ces gisements dans la banque digitale. Comment on fait la corrélation? Vous avez vu, en fait, tout à l'heure, je vous ai montré que les passeports ont des identifiants uniques. Eh bien, en fait, on va copier-coller cet identifiant en fait, dans la donnée correspondante de l'objet BIM qui constitue ma maquette. Donc, c'est comme ça que je vais corréler un objet BIM avec son passeport circulaire. Et derrière, on va passer par les fonctions d'export, par exemple, d'un outil comme WizCAD et les fonctions d'import de MyEpsicléa pour pouvoir générer automatiquement le gisement dont on connaîtra, du coup, comme vu la synchronisation précédente, les passeports, et sur lequel on pourra, comme on l'a vu tout à l'heure, calculer notre signature circulaire au niveau du bâtiment. Ouais. La banque digitale, c'est important parce que ça permet, outre de calculer des signatures circulaires qui permettent de faire des simulations. Nos clients utilisent beaucoup en fait ça pour faire des simulations. Selon qu'ils utilisent tel produit ou tel autre, ils peuvent voir comment peuvent évoluer leur signature circulaire et donc choisir. Mais ça peut également permettre de pouvoir donner en fait un fil conducteur et faire évoluer une feuille de route en termes d'amélioration au fil des rénovations des bâtiments. Voilà. Dernière chose que je vais vous montrer pour ensuite prendre des questions, c'est la partie exploitation. Et là, j'ai changé de registre. Il y a des exploitations évidemment au niveau du bâtiment. C'est le but, hein, c'est que derrière, les produits usagés qui sont ici puissent être corrélés à des besoins qui sont là, mais en passant par des transformateurs intermédiaires. C'est ça le secret. L'économie circulaire, en fait, elle est biomimétique, c'est-à-dire qu'elle doit imiter la nature. Et dans la nature, il y a trois acteurs, trois parties prenantes. Il y a, par exemple, le gisement de feuilles mortes. Il y a les micro-organismes qui vont décomposer ou transformer les feuilles mortes dans les nutriments qui sont consommés par le marché, le besoin, c'est-à-dire la faune et la flore qui a besoin des oligo-éléments qui sont par exemple issus de la transformation, de la décomposition du gisement pour répondre à la qualité attendue par le marché. Et ça, c'est hyper important. Si en fait, on ne part pas du marché, parce que c'est le marché qui va financer tout le processus des pods, etc., à ce moment-là, on n'aura pas en fait la possibilité de pouvoir créer de la valeur. Et du coup, ça sera difficile en fait d'avoir une véritable économie circulaire. Donc là, j'ai pris l'exemple pour changer un petit peu de l'industriel. Donc Levis, parce qu'on a accompagné Levis en fait pour déployer son écosystème de valorisation des jeans abîmés en Angleterre. Et là, on est en train maintenant de le faire en Europe continentale. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Mais l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est de se dire, encore une fois, on veut créer des écosystèmes. Pour ça, on a caractérisé, grâce à la digitalisation, on a caractérisé avec des passeports circulaires les gisements. Mais quand on crée des besoins, on va aussi les caractériser grâce aussi à des passeports circulaires. Et puis les transformateurs, il y a des bibliothèques de transformateurs avec des centaines de transformateurs dans MyEpsicléa, où les transformateurs, là aussi, en utilisant la nomenclature, vont dire, voilà, je transforme tel matériau en tel matériau avec tel bilan CO2. Et on est capable, du coup, de pouvoir les associer en écosystème. Comme on a beaucoup de data, il faut de l'IA, et ça aussi, c'est ce que permet la digitalisation. Il faut l'intelligence artificielle, il faut les systèmes experts, et ça consiste en partant du besoin. Donc, au début, on va sélectionner un besoin. Donc, on n'a pas tout ça. On va sélectionner un besoin parmi ceux qui sont disponibles. Et l'IA va nous proposer un certain nombre de gisements. Voilà. Et je vais en choisir. Je vais faire du drag and drop, glisser-déposer, pour choisir certains gisements. Dans ces gisements, je vais choisir certaines quantités. Et là aussi, l'IA va me proposer aussi certains transformateurs que je vais aussi glisser-déposer, peut-être pour déposer, collecter, transformer chimiquement, mécaniquement, avant de livrer en fait, à celui qui a le besoin. À travers la plateforme, en fait, on peut sélectionner des quantités et faire des propositions de prix
aux propriétaires des gisements et aux transformateurs, puisqu'il y a des vrais comptes avec des vrais gens qui peuvent chatter entre eux derrière les gisements et les transformateurs, et faire une offre à celui qui a le besoin. Et c'est comme ça qu'on crée un modèle économique, en fait, bien contrôlé, et je peux peut-être avoir, pour répondre à un besoin, plusieurs écosystèmes en parallèle qui permettent derrière de pouvoir répondre à ce besoin, en sélectionner un, et derrière, une fois que tout le monde est d'accord et que la proposition a été acceptée par celui qui a le besoin, suivre l'acheminement effectif de la matière, puisqu'en fait, les différents intervenants seront notifiés au fur et à mesure où le gisement aura été enlevé, la transformation 1 aura été faite, etc., jusqu'à ce que ce soit arrivé. Donc la traçabilité, c'est hyper important, on nous demande de plus en plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a de la data, et quand on a les bilans CO2 des transformations, quand on a en fait les quantités ici, quand on a les prix, on peut faire en fait un bilan économique de manière automatique. On peut calculer le bilan de déchets évités, le bilan de CO2 évité et même le bilan économique pour celui qui est propriétaire de la ressource, dont le ressource manager va lui retourner, par exemple, ces 1542 euros, qui sera le résultat de cet écosystème-ci. Donc, on commence maintenant à récupérer, en gérant la complexité grâce à la digitalisation et l'intelligence artificielle, à récupérer en fait donc la valeur ajoutée des produits usagés. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça c'est l'exemple de Lévis. C'est un des écosystèmes qu'ils font tourner. Il y a différents écosystèmes en fait. C'est en anglais, je t'en suis désolé. Qui font tourner en fait grâce à la plateforme. Je vais prendre celui du 501. Là, c'est les jeans 501, on connaît bien. Voilà, donc ça c'est un des écosystèmes qu'ils ont fait tourner avec voilà des faulty donc 501 denims, donc des jeans en fait on va dire abîmés, 501 abîmés, avec différentes transformations donc de nettoyage à sec, de transport, de réparation, avec des tailleurs jusqu'à ce qu'ils soient vendus dans le magasin. Et donc, on voit un exemple ici de ce que ça donne. Donc, ça, c'est sur un stock où ils ont évité ces déchets-là, évité ces dépenses de CO2-là, et puis récupérer un peu d'argent. En fait, on le voit ici, l'écosystème, on voit finalement. Ici, ça n'aura rien coûté parce que c'est que des gisements et des acteurs internes à Lévis, donc que ce soit le transport, les tailleurs, le gisement. Mais par contre, dans leur boutique, leur restore, comme ils appellent ça, bah, ils ont vendu, là, en l'occurrence, pour 4 320 euros de jeans réparés. Sur l'année 2020, enfin une partie de l'année 2020, ils ont récupéré comme ça 16 000 livres, donc par rapport à des stocks de gisements, de jeans abîmés qui ont été réparés et vendus. Là, on est vraiment dans une économie circulaire qui est source de valeur ajoutée écologique, puisqu'on a évité les déchets, évité des émissions CO2, et économique, puisqu'on a généré des revenus. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir une vision globale en fait. C'est ça qui est nouveau et c'est un petit peu ça le message, je dirais, et que c'est ça qui rend la digitalisation vraiment importante, c'est qu'on ne peut pas gérer toute la complexité de ce qu'est une véritable économie circulaire qui est par nature systémique comme dans la nature. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème dans la nature. Donc il faut qu'aussi on s'approprie cette vision circulaire écosystémique dans notre manière de penser. Donc, il faut avoir la digitalisation va permettre justement de pouvoir nous donner les éléments de base et la structuration qui nous permet justement de pouvoir, depuis donc des gisements de ressources usagées qu'on récupère à travers des diagnostics ou à travers des maquettes BIM si c'est des nouveaux bâtiments, les gérer dans des banques digitales de matériaux qu'on met à jour pour créer, vous l'avez vu, des écosystèmes en partant du besoin, en allant chercher des gisements, des transformateurs. Mais pour ça, on a besoin de librairies. C'est pour ça qu'on a des librairies de passeports circulaires que les fabricants rentrent et ils en rentrent en fait 10 dizaines tous les jours en fait de la part des fabricants eux-mêmes. Ils y trouvent aussi un intérêt parce qu'ils sont plus visibles pour mettre en évidence leurs produits sains et circulaires. Mais également en fait, et ça on travaille beaucoup là-dessus et puis chaque projet y contribue, de rajouter de nouveaux transformateurs. Il y a aujourd'hui près de 1000 transformations en France et puis des centaines de besoins qui vont permettre du coup, grâce à l'IA, de faire des propositions pour répondre à un besoin en allant chercher des gisements caractérisés via les transformations pour donc créer et mesurer en fait la valeur ajoutée au niveau de mes cycles organiques, si ça revient à la terre, ou par compostage par exemple, ou technique, si c'est réinjecté dans les processus de production, ou peut-être de manière intermédiaire par le réemploi, jusqu'à ce que ça inévitablement passe dans un système d'upcyclage.